Ceci est une publication du portail soesefardi.org. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage vraiment fascinant, le rabbin Moshe Alashkar. Il faut s'imaginer un monde en plein chaos, en plein bouleversement. Et c'est là, au milieu de tout ça, qu'il va devenir un vrai défenseur de la raison. Et pour bien comprendre le décor, il y a cette phrase de Maïmonide, ce géant de la pensée. Elle est vraiment au cœur de tout. La vérité ne subit aucun dommage du fait qu'on l'admette. C'est ça le principe. Cette quête de vérité, quoi qu'il en coûte. C'est ce que le rabbin Alashkar va défendre, mais corps et âme. Alors, voilà comment on va avancer. On va d'abord voir le débat d'idées qui met le feu aux poudres, ensuite on suivra le parcours assez dingue d'Alashkar, puis on plongera dans une controverse scientifique super intéressante, et pour finir, on verra comment il a défendu un livre capital et ce qu'il nous a laissé en héritage. Allez, c'est parti. Le combat d'Alashkar, attention, ce n'est pas juste une petite dispute entre intellectuels, hein. Non, c'était bien plus que ça. Il s'agissait de défendre un héritage menacé, celui du grand, de l'immense Maïmonide. Alors Maïmonide, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, c'est qui ? C'est un géant, vraiment. Il a tenté un truc complètement fou pour son époque, marier la foi juive avec la science et la philosophie des Grecs. Pour lui, c'était une évidence. La vérité de Dieu et la vérité de la raison humaine, ça ne pouvait pas se contredire. Évidemment, une idée pareille, c'était révolutionnaire. Et donc forcément, ça a mis le feu, ces idées ont été attaquées sans relâche pendant des siècles, ça a créé une vraie fracture intellectuelle. Et c'est justement sur ce champ de bataille des idées que des gens comme le rabbin Alashkar sont devenus cruciaux. Et quel défenseur! On va voir que sa vie à lui, c'est une histoire en soi, une véritable épopée, une vie de survie, de résilience. Et c'est ça, sans aucun doute, qui a forgé son caractère et sa détermination. Regardez-moi ce parcours, c'est assez incroyable. Il naît en Espagne et à 26 ans à peine, ses expulsions. Et après ça, c'est le drame. Il fait naufrage, il est capturé par des pirates, on pourrait croire que c'est fini, mais non. Au lieu de s'effondrer, il va renaître. Il devient une sommité rabbinique, d'abord à Tunis, puis en Égypte, avant de finir ses jours à Jérusalem, son rêve. C'est une vie de perte, oui, mais aussi une ascension intellectuelle absolument hors norme. Bon, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Un débat qui illustre mais parfaitement sa manière de penser. C'est une discussion qui vient tout droit du Talmud, et c'est passionnant parce que ça met face à face deux mondes. D'un côté, l'observation scientifique, et de l'autre, la vision traditionnelle du cosmos. La question de départ, elle a l'air toute bête, mais les implications, elles, sont énormes. La question, c'est comment le Soleil voyage-t-il la nuit ? Comment fait-il pour se coucher à l'ouest et réapparaître le lendemain matin à l'est ? Alors là-dessus, le Talmud nous présente deux théories. D'un côté, les sages juifs pensaient que le Soleil passait au-dessus de la voûte céleste. De l'autre, les sages grecs, eux, disaient « non, il passe en dessous de la Terre ». On a donc deux visions du monde qui sont diamétralement opposées. Et là, attention, c'est là que ça devient génial. Le Talmud nous dit que les sages juifs ont fini par admettre que les Grecs avaient raison. Et pourquoi ? Sur quelle base ? Une preuve, une observation. Le fait que les sources d'eau profondes sont plus chaudes la nuit. Ce qui suggère bien qu'une source de chaleur passe en dessous. C'est dingue, non ? C'est la science, l'observation qui l'a emporté. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Des siècles plus tard, on s'est remis à débattre. Mais sur quoi ? Sur le sens du mot « admettre ». Pour un grand penseur, Rabbeinu Tam, c'était impossible que les sages se soient trompés. Donc pour lui, ils ont juste admis que le raisonnement des Grecs était bon, mais pas que c'était la vérité. Mais pour Maïmonide, pour Maïmonide, c'était tout autre chose. Pour lui, ils ont tout simplement et courageusement admis leur erreur. Et ce n'était pas une faiblesse, au contraire, c'était la preuve d'une intégrité intellectuelle incroyable. Et voilà où Alashkar entre en scène. Il choisit son camp sans aucune hésitation, celui de Maïmonide. Et en faisant ça, il pose un principe fondamental. Oui, l'autorité des rabbins est absolue en matière de loi religieuse. Mais en science, là, leurs opinions sont des opinions comme les autres, et on peut en débattre. Et cette même logique, cette même défense de la raison, on la retrouve dans ce qui est peut-être la plus grande contribution d'Alashkar, sa défense acharnée du chef-d'œuvre philosophique de Maïmonide. Ce livre, La Guide des égarés, ce n'est pas une lecture de plage, hein. Il a été écrit pour un public très particulier. Des gens éduqués, qui connaissaient la philo, la science, et qui se demandaient un peu perdus comment faire cohabiter tout ça avec leur foi. C'était un livre audacieux, et pour beaucoup, c'était même un livre dangereux. Alors, face aux critiques qui pleuvaient sur la guide, Alashkar a fait quoi ? Il a réagi. Et comment ? Il a écrit une réponse monumentale, un véritable livre pour démonter chaque argument.
Mais il n'a pas fait que défendre, il est allé plus loin, il a identifié la source même du problème. Et son argument est d'une simplicité géniale. Ce qu'Alashkar a montré, c'est que la plupart des critiques étaient basées sur des contresens. Et pourquoi? Tout simplement parce que les gens lisaient des traductions, souvent approximatives, et pas l'original en arabe. Le message est hyper clair et d'ailleurs, il est toujours d'actualité. Si on veut vraiment comprendre une pensée complexe, il faut revenir au texte original, à la source. Alors au final, que reste-t-il de cet homme? De sa vie qui n'a été qu'une suite d'épreuves et de batailles intellectuelles? Quel est son héritage? Eh bien, son héritage est immense. C'était un champion dans la pensée rationnelle, un modèle d'honnêteté intellectuelle, un défenseur de la rigueur, que ce soit en sciences ou dans l'étude des textes. Et surtout, n'oublions pas qu'il était l'une des plus grandes autorités de son époque en matière de loi, la preuve vivante que la raison et la tradition non seulement peuvent cohabiter, mais qu'elles peuvent même se nourrir l'une l'autre. Précisons que notre présentation s'appuie sur une publication dont la source principale citée est le site halaja.org. Et pour celles et ceux qui voudraient aller encore plus loin pour vraiment s'immerger dans ce contexte historique passionnant, il y a des ouvrages de référence comme The Maimonidean Controversy ou encore A History of the Jews in Christian Spain. Au bout du compte, l'histoire de Moshe Alashkar nous laisse avec une question. Une question qui ne vieillit pas, qui est aussi brûlante aujourd'hui qu'au XVe siècle, quand la foi et la raison semblent entrer en conflit, laquelle doit l'emporter? C'est une question qui nous est posée à tous. Ceci est une publication du portail soysefardi.org. Merci de nous avoir suivis.